Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain, chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin en direct sur Twitter, sur LinkedIn et sur Twitch. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, l'émission sera disponible ensuite, évidemment, en replay sur la chaîne YouTube et sur l'ensemble des plateformes habituelles de podcast. Aujourd'hui, nous allons recevoir Julien Mirabel, ancien trader en paris sportif, auteur et cofondateur avec Tony Parker de Jockeys. On peut résumer en le Sorare des courses hippiques. On verra avec lui si c'est la bonne description. Avant de commencer, évidemment, je vais vous parler du partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui nous soutient depuis des mois et qui vous permet depuis 2019 de vous former aux nouvelles technologies et notamment à la blockchain et à l'intelligence artificielle. Donc pour cela, ils ont développé plusieurs cursus de formation, un sur la blockchain qui vous permet de vous former en tant que consultant, en tant que développeur, mais aussi de vous former à des enjeux cruciaux comme la finance décentralisée ou encore votre capacité à analyser un projet crypto avant d'y investir. L'IA est aussi la grande révolution industrielle de ces dernières années et c'est important de savoir un petit peu y évoluer. Et donc pour ça, il vous accompagne là aussi, soit en matière de consulting, donc pour accompagner des entreprises dans leur transition sur l'intelligence artificielle, soit en tant que développeur pour coder des solutions liées à l'intelligence artificielle. Vous pouvez vous former aussi bien à titre personnel que dans le cadre de votre entreprise. Donc ça peut être intéressant également. En matière de financement, la plupart des formations sont Calliope, elles sont agréées par le ministère du Travail et donc elles vous donnent droit à plein d'aides qui fait qu'à la fin, la formation vous coûte beaucoup moins, parfois même rien du tout. Moi-même, j'ai fait ma formation en consultant blockchain chez Alira et grâce à France Travail, ça ne m'a rien coûté. Donc évidemment, ça dépend si vous êtes de votre situation, bien sûr. Mais en tout cas, c'est éligible aux aides de la région, au CPF, etc. Donc ça, c'est intéressant. Alors, l'équipe d'Alira, vous la connaissez, en tout cas, vous en connaissez une bonne partie. On a Daniel qui vient régulièrement dans l'émission. On a également Gaëtan, qui est le spécialiste Ethereum DeFi France. On a Pascal Talarida aussi, qui reviendra d'ailleurs à la rentrée faire sa chronique DeFi chaque mardi matin. À 11h30. Et puis, vous avez évidemment des dizaines et des dizaines d'intervenants qui viennent vous parler de leurs expériences, de leurs expertises dans ces niveaux-là. Tiens, d'ailleurs, on a Louis-Alexandre de Foissard, qui est vraiment le crack en gestion de patrimoine crypto en France et qui sera là vendredi matin à 10h pour un entretien exclusif pendant 1h30. On parlera des enjeux les plus importants liés à la gestion de patrimoine et à la crypto. Donc, on parlera du crédit lombard, dont évidemment tout le monde parle en ce moment. On parlera évidemment fiscalité, optimisation fiscale, financière. Et puis, on reviendra aussi sur l'actualité avec lui. Vous avez Mickaël, spécialiste en IA, qu'on a reçu la semaine dernière, avec lequel on a eu un échange passionnant, justement sur la blockchain, l'intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Arnaud Toiti, bien sûr, pour ce qui est de la partie juridique. Et puis, moi-même, j'ai le plaisir d'intervenir dans votre parcours de formation sur des enjeux tels que le marketing Web3, le personal branding, qui doit vous permettre de pas seulement avoir un bon produit, mais de bien le vendre. Donc, en tant que partenaire de l'émission, vous bénéficiez d'une remise, donc en plus de toutes les aides qui vous sont accordées, de 100 € sur l'ensemble de ces formations. Pour ça, vous avez simplement cliquer sur le petit bouton ici, prendre rendez-vous. Vous prenez rendez-vous avec un conseiller, vous insérez le code GRM100. Vous pouvez utiliser le lien qui se trouve en description, évidemment. De la vidéo YouTube. Je vais vous le mettre également dans les commentaires. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de ne pas le louper. Et puis, voilà, ça vous permettra de pouvoir commencer cette formation. D'ailleurs, on est en pleine session de formation en ce moment. La prochaine sera certainement à la rentrée. Il doit rester des places. Voilà, je vous invite à prendre rendez-vous. Je vous ai mis le lien en commentaire et puis vous trouverez de toute façon en description tous les liens utiles sur YouTube et sur les plateformes de podcast.
Alors, avant de commencer, je compte sur vous, c'est très important, pour partager, le lien, de l'émission, que ce soit en live ou également si vous l'écoutez en replay, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en replay sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Donc abonnez-vous aussi, c'est important sur la chaîne YouTube, on est bientôt à 1000 abonnés. Et 1000 abonnés, c'est chambé parce que là, sur ce mois-ci, je dois gagner 1,74 €. Mais pour ça, il me faut 1000 abonnés. Voilà, donc les gars, si vous voulez participer un petit peu à ma richesse personnelle, 1,74 € quand même. Il faut que j'atteigne les 1000 abonnés. Donc là, on est à 970, quelque chose comme ça. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, je compte sur vous. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission. Et puis sur les podcasts, bah, vous pouvez noter le podcast, vous pouvez vous abonner. C'est pareil, ça nous donne beaucoup de force et c'est très important. Bien, moi je vous propose qu'on accueille mon invité du jour, Julien. Julien, est-ce que tu es prêt? Je crois que oui. Et c'est parti. Bonjour Julien, comment vas-tu? Hello Jérémy, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Est-ce que tu es coutumier de cet exercice des interviews? J'en ai pas vu beaucoup en live stream en tout cas. Est-ce que c'est une première ou tu en as déjà fait Non, j'en ai déjà fait, j'en ai fait pas mal, quand j'étais, consultant média, notamment, télé et radio. Ok. Voilà, mais ça remonte un petit peu, ouais. C'était avant Jockey, c'était plutôt dans ton Ouais, activité. absolument. Ok, ok. Donc là, ouais, ouais, ça fait partie du jeu, hein, du personal branding, justement. On en parlait juste avant. En tout cas, je suis très heureux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, est-ce que tu veux bien te reculer un petit peu de façon à ce qu'on Ouais, bien sûr. voit parce que ça va être intéressant quand on va. Après, tu sais, moi, je fais des petits shorts un peu de l'émission. Et donc, si tu es coupé comme ça, c'est pas super. Donc, si tu peux recadrer un petit peu Je ta. suis sur un petit écran, donc je pourrais pas faire beaucoup mieux là. Ok, bah, on va faire comme ça. Pas de souci. Bon, en tout cas, bah, moi, ce que je te propose, c'est que on commence déjà par parler un petit peu de toi, Julien, pour celles et ceux qui te connaissent pas. Alors, tu as eu plusieurs vies dans ta vie, mais d'abord, est-ce qu'on peut revenir un petit peu à toi quand tu étais, je sais pas, ado ou un peu plus enfant? J'aime bien m'intéresser à ça, notamment sur le côté un peu joueur, justement. Est-ce que déjà, quand tu étais plus jeune, tu étais déjà un joueur? Est-ce que tu faisais des paris un peu fous avec tes potes, etc. Ou est-ce que c'est venu un peu plus tard, ce côté gambler? Mais j'ai pas de côté gambler. Ok. Donc j'ai jamais été gambler, pas du tout. Il se trouve que j'ai été, professionnellement dans le milieu, du jeu, mais c'était plutôt, un hasard qu'autre chose. Moi, ma passion, c'est le sport. Ça l'a toujours été et j'ai toujours essayé de bosser, dans l'univers du sport business. Voilà, et il se trouve que quand j'ai, commencé un peu ma carrière pro, c'était l'ouverture du marché des paris sportifs et que donc il y avait des nouveaux postes qui se créaient sur des nouveaux métiers. Et voilà, et que j'ai infiltré ce réseau. Et puis avant, j'avais aussi cofondé une boîte qui s'appelait agentsportif.com, qui était une boîte de rencontres pour sportifs du type mythique, mais au lieu d'aller chercher ta future femme ou ton futur mari sur Internet, d'aller chercher un partenaire pour jouer au tennis, au foot, au golf, etc. Et cette boîte, on l'a montée très très jeune, parce qu'on était encore à la fac, donc je sais pas, vers 19 ou 20 ans. Et en fait, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, notamment de Facebook, qui a un peu tué tous les, toutes les plateformes comme ça, puisqu'évidemment, la puissance de ces réseaux-là a été largement supérieure à tous les sites qui existaient. Et donc, il n'y avait pas de modèle économique pérenne sur ce type d'activité. Mais tu vois, j'ai toujours entrepris dans le domaine du sport, plus que dans le domaine du Mais alors, gambling. le pari sportif, c'est pas des jeux de hasard et d'argent, c'est pas du gambling. Tu comparerais pas ça avec ça? Si, si, les paris sportifs, c'est des jeux d'argent et de hasard, ouais, bien sûr. Mais moi, Mais donc, toi, quand tu travailles dans ce milieu-là, tu es pas motivé justement par le côté un peu spéculatoire, le côté gain. Tu es vraiment juste là pour une opportunité professionnelle et une passion du sport? Ouais, je suis là pour une passion du sport en premier lieu, parce que ça donne l'occasion de bosser sur tous les sports. J'ai eu la chance de bosser sur le foot, sur le tennis, sur le rugby, sur le basket, sur plein de sports, même des sports dits mineurs comme le beach volley, le hockey sur glace et compagnie. Moi, je suis un fan de tous les sports, donc ça me plaisait bien d'être dans ce domaine-là. Ok. Et toi-même, tu es sportif? Ou est-ce que tu as eu un parcours de sportif ou pas?
J'étais sportif. J'étais sportif il y a bien longtemps maintenant. Je fais beaucoup, beaucoup de tennis et de foot, mais surtout du tennis. Et puis j'ai arrêté, comme beaucoup, à partir des études, et cetera. Après, j'ai continué un peu à jouer, mais moins. Et aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup moins de temps parce que je suis aussi papa de 2 petits. Donc voilà, entre le boulot et la famille, on essaye de faire un peu de sport, mais c'est pas toujours facile. Ouais, on sait ce que c'est, t'inquiète. Moi, c'est pareil. C'est vrai que c'est de moins en moins facile. En tout cas, ça demande une discipline qui est parfois difficile de maintenir. Ok, alors j'ai vu que tu avais fait des études de droit. Ouais. Tu les as faites parce qu'il fallait bien faire quelque chose ou parce qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu pouvais te lancer je sais pas moi, dans le droit, être juriste, avocat ou peu importe. C'était quoi un peu ton ambition quand tu quittes le bac et que tu décides de faire du droit jusqu'au master, je crois même. Ouais, ouais, oui, oui, en fait, non, j'avais vraiment une vocation de devenir, avocat et puis, j'ai fait différents stages dans différents cabinets d'avocats de droit des affaires à Paris. Hem Et en fait, moi, ce qui me plaisait dans le métier d'avocat, c'était, le côté, plaidoirie, hem, le côté justement, voilà, défendre la veuve et l'orphelin. Et en fait, je me suis rendu compte, très vite que le métier d'avocat était surtout un métier, de bureau administratif, où en fait la part de plaidoirie et de débat était très, très restreint. Et du coup, je suis parti sur, essayer de trouver un boulot et continuer mes études dans le sport et non plus, dans le droit pur. Mais oui, oui, j'ai fait un master de droit des affaires à Assas, donc j'ai fait tout Assas. Et puis, derrière, j'ai intégré un MBA de sport management qui était en fait le seul à l'époque qui existait, et qui était à l'ESG. Voilà. Ok, et alors justement, cette déception, entre guillemets, de la figure de l'avocat, et finalement, bah, quand tu fais des stages, évidemment, tu es réduit à des tâches plutôt administratives. Et c'est vrai que la partie plaidoirie, c'est surtout pour bah, les avocats un peu plus, disons, chevronnés, hein, mais voilà. Et ça tu dis, c'est dans trop longtemps Non, ou c'est parce que les avocats, la plaidoirie, c'est vraiment pour, même pour les avocats très chevronnés, ils plaident pas quoi, ou très, très peu. C'est 1 ou 2 de leur boulot. Et moi, c'est ça qui m'intéressait et j'allais pas faire, toute ma vie pour faire, 1 à 2 de mon temps de travail, sur un truc qui me plaît, et 98 sur des choses qui me plaisent beaucoup moins. Donc voilà, j'ai changé de voie, non, mais je comprends. Mais j'ai c'est vrai que pour le coup, quand on dit protéger la veuve et l'orphelin, etc., on pense plus au pénal, où on va défendre voilà, les victimes, etc. Mais il y a déjà quand même ce côté un peu business, visiblement, puisque tu tournes vers le droit des affaires. Alors évidemment, là, j'imagine en plus que la partie, moi, j'ai assisté de temps en temps à quelques audiences au tribunal du commerce. Bon, bah, les plaidoiries, c'est pas du bas d'inter en plus, hein, évidemment, on est sur un autre milieu, mais est-ce que déjà tu as cette fibre un peu, j'allais dire commerciale, un peu financière qui fait que tu choisisses ce secteur du droit? Ouais, ouais, parce qu'en même temps, j'ai cofondé, plusieurs boîtes, pendant mes études. Une de marque de fringues de sport, une je viens d'en parler, d'agence de rencontres pour sportifs. Donc j'ai toujours eu, la fibre, entrepreneuriale. Même avant mon bac, j'ai fait différentes choses. Donc j'ai toujours eu un petit problème avec la hiérarchie, on va dire. Donc j'aime bien, être mon propre patron, même si, entreprendre, c'est aussi, devoir rendre des comptes, à beaucoup de gens, notamment, à ses actionnaires, et cetera. Et il y a des différentes relations qui se créent, mais j'ai toujours eu, ouais, cette fibre d'avoir des idées, d'essayer de les mettre en œuvre, et cetera. Ok, ouais, je vois. Alors, si on revient sur justement ces agences sportives, c'est ça? Voilà, Ouais. c'est ça, agences sportives. Alors, raconte-nous un petit peu cette expérience. Tu nous as déjà un petit peu raconté ce matchmaking en fait entre des personnes qui souhaitent faire du sport ensemble. Euh, Ouais, donc, avant les réseaux, ou ouais, alors avant faut se remettre, l'explosion des réseaux. ouais, faut se remettre, à l'époque, hein, parce que j'ai pas l'année, mais ça va me J'ai faire. 2008, moi, mais bon, Il y a 2008, je crois que c'est 2005 le début, donc c'est il y a 20 ans. ok, ouais. Voilà. Et à l'époque, en fait, il y a pas de réseaux sociaux, ou alors très peu. Il y a les prémices et il y a des sites qui cartonnent comme, Mythique,
qui était à l'époque le seul site de rencontre, hein, qui défrayait la chronique totalement, hein, qui choquait beaucoup, etc. Et moi, ce que je voyais dans ces sites, ces différents sites, c'était des opportunités incroyables, en fait, qui paraissent aujourd'hui totalement banales, hein, parce qu'aujourd'hui, tout est accessible et tout, mais à l'époque, c'était pas du tout pareil, de pouvoir rencontrer d'autres gens. Donc là, Mythique, c'était pour trouver l'amour de sa vie, quoi, globalement. Mais du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, étant parisien et citadin, c'est toujours une galère de trouver des partenaires pour jouer au tennis, pour jouer au golf, etc. Ou de compléter une équipe de foot pour aller faire un five, etc. Et l'idée nous est venue, je ne l'ai pas fondé tout seul, hein. L'idée nous est venue bah, justement de créer un espèce de mythique du sport. Et on n'a pas été les seuls d'ailleurs, puisque au moment où on s'est lancé, il y a eu 3 ou 4 autres boîtes qui se sont lancées sur le même créneau et aucune n'a survécu parce que bah, le modèle économique était injouable. On était sur le début de la baisse des revenus publicitaires, de la ruée vers l'or qu'il y avait eu sur les premières ads, et les gens commençaient déjà à ne plus cliquer sur les pubs, donc les prix chutaient, chose qui n'existe presque plus aujourd'hui, hein. Je parle d'un truc que plein de gens ne vont pas connaître là, mais c'est pas grave. Et donc du coup, le modèle économique était impossible à tenir. Et puis l'apparition de Facebook et compagnie a tué tout, puisque en 5 minutes, on pouvait créer un groupe Facebook, trouver des gens, relier des personnes par centre d'intérêt, par géolocalisation, etc. Donc tu penses bien que avec nos micro moyens, parce qu'on avait monté ça avec 3 bouts de ficelle, hein, on pouvait évidemment pas rivaliser. Ouais, non, bien sûr. Ouais. Et donc, tu veux dire, c'est pas ta première expérience. Tu dis qu'avant ça, tu avais déjà monté des boîtes, une marque Ouais, de alors je l'avais pas monté, j'avais rejoint un ami qui était un peu plus âgé que moi, qui avait monté une boîte de fringues de sport. Et ça a été ma première expérience de voir comment ça se passait un peu l'entrepreneuriat et tout, mais j'étais pas, bah, il y avait pas de rémunération, j'avais même pas d'action en fait. C'était vraiment, j'étais là à côté, mais j'ai quand même bien participé. Et c'est un peu ça qui m'a mis l'envie d'entreprendre, en tout cas qui a confirmé mon envie d'entreprendre. Et ça, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans, donc c'était il y a très Ouais. longtemps. Voilà. Et donc, alors, quand agence sportive, finalement, donc ça fonctionne pas, à ce moment-là, tu le vis bien, tu te dis ça fait partie du jeu, Ouais, ou ouais, je le vis bien parce on avait mis, enfin, c'est des sommes toutes petites, hein, pour les entrepreneurs. Enfin, voilà, c'était plus, c'était même pas, il n'y avait même pas eu de levée de fonds, hein, on l'a fait de je veux dire, nous-mêmes. même au niveau du temps que vous avez Non, passé? non, pas du tout, je le prends pas du tout mal parce que moi, je faisais mes études en même temps. Donc, si tu veux, D'accord, c'était un side, ouais. ouais, c'était presque un hobby et une expérience. On comptait pas révolutionner le monde avec ça non plus, mais on se disait il y avait une opportunité et puis ça va nous apprendre des choses. C'est un aspect pédagogique de tout d'un coup, quand on est étudiant, qu'on n'a jamais bossé globalement avec personne, bah, de passer un coup de fil à des fournisseurs, de passer un coup de fil à des partenaires, de chercher des plateformes, des technologies, etc. On apprend parfois beaucoup plus que sur les bancs de la fac ou qu'en école de Ouais, bah, commerce. ouais, C'est tu m'étonnes. un bon complément, je trouve. Mais j'étais quand même focus enfin, j'étais quand même sur mes études, c'était quand même le principal. Ouais. Alors donc, ensuite, tu vas à l'ESG faire ton master. Donc, tu disais dans le sport, hein, c'est ça, sport management. Ouais, c'est le premier qui a été lancé. À l'époque, maintenant, il y en a dans toutes les écoles, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup. Et à l'époque, il n'y en avait qu'un seul. Enfin, il y avait celui-là, il y avait celui de l'ESSEC, je crois, la chaire marketing sportif de l'ESSEC, mais qui était tout petit et qui était réservé aux sportifs de haut niveau. Donc, ce qui était loin d'être mon cas. Donc, du coup, bah, j'avais que ce truc-là. Donc, j'ai postulé pour faire ce MBA. Et c'était cool, ça m'a ouvert du réseau. Euh, ça m'a appris 2-3 choses sur le sport business. Ça fait rencontrer des gens. Et voilà, plutôt sympa comme expérience. Et là, par exemple, c'est par ce genre de cursus que passent, je sais pas, les agents de sportifs, et cetera. C'est ça ou pas du tout? Non, alors les agents de joueurs de foot ou de sportifs, maintenant, c'est vraiment une profession hyper réglementée, qui est très juridique, avec des concours qui sont en fait des concours de droit, hein, globalement, OK. avec un peu de notion business, mais c'est 95% du droit. Et c'est plutôt des études de droit. Alors, je sais que maintenant, il y a des formations qui sont montées pour les agents. Mais à l'époque, c'était vraiment full droit. C'est un truc que je me suis posé comme question de carrière, ça d'ailleurs, de faire agent de joueur de foot, etc.
Bah, quand on parle de sport management, c'est vrai que alors moi, je suis pas du sérail du tout, donc je découvre aussi avec toi. Genre, le premier truc qui me vient en tête, c'est ça, parce que c'est ce dont on parle le plus, en tout cas. Non, mais en fait, c'est vraiment les métiers du sport. Il y a tout, en fait. Il y a tous les métiers dans le sport, hein. Quand tu es chez, j'en sais rien, n'importe quelle marque, quand tu es chez Nike, tu peux être au marketing, tu peux être à la com, tu peux être à la finance, tu peux être à la strat, tu peux être à n'importe où. Donc, c'est plutôt étudier les boîtes de sport, comment ça fonctionne, le marketing, les partenariats, les sponsors. Voilà, il y a quelques trucs un peu atypiques, mais ça reste en fait comme une école de commerce classique, juste Ouais, orientée. plus orientée sur l'industrie du sport. Ok, très sport. clair. Et toi, à ce moment-là, quand tu fais ces études-là, donc tu parlais d'agent de joueur, tu pensais à faire quoi d'autre, ou plus tu fais le truc et tu Euh, verras là où ça non, va. non, Un truc un peu fou. j'avais une ou deux idées de boîtes que j'ai pas fait finalement. Et puis surtout, je voulais rencontrer des gens dans le sport, augmenter mon réseau dans le sport business, rencontrer des gens et trouver des opportunités euh, de job ou de gens qui pourraient m'accompagner sur des créations d'entreprises dans le sport business et d'idées hein, aussi. Donc c'était vraiment me mettre dans un milieu au quotidien pour, voilà, pour essayer de grandir là-dedans et de trouver les bonnes idées. Ok, très clair, très clair. Euh, alors après, tu me corriges, hein, bien sûr, mais après, moi j'ai vu que tu étais trader en paris sportif. Ouais, Alors, absolument. ouais, paris sportif, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Trader, j'ai compris. Mais trader en paris sportif, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, qu'est-ce que tu fais quand tu fais cette activité-là? Bien sûr, en fait, en 2000, avant 2010, il y a un flou juridique. On se retrouve dans une position grise sur le marché des paris sportifs en France. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent sur des sites de paris sportifs qui sont des .com, donc sur betclic.com, unibet.com, sans réglementation réelle du marché des paris sportifs en ligne. Et le 12 mai 2010, il y a l'ARJEL, donc l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui s'appelle désormais l'ANJ, Ouais, c'était l'ancêtre de LG, ouais. voilà, qui qui est créé, et la loi ARJEL du 12 mai 2010, je crois, de mémoire. Je vois que ça t'a marqué, hein, la date, tu la connais. Ouais, voilà, hein, c'était mon métier pendant pas mal de temps, donc je connais bien le secteur. Mais ouais, sort et du coup autorise la concurrence en ligne tout en la réglementant très fort sur le marché français. Et on passe de sites .com à des sites .fr avec des KYC obligatoires, avec des limites, avec une organisation, etc. Et donc c'est là où il y a un poste qui se crée que je ne connaissais pas et que globalement personne ne connaissait en France, de trader en paris sportif. Alors le mot trader est totalement usurpé parce que ce n'est pas vraiment du trading au sens finance, mais en fait c'est les gens qui vont, et j'ai eu la chance de faire ça pendant 4 ans et surtout au début, donc totalement pionnier, c'est-à-dire qu'on y allait vraiment, on créait le métier, donc ça c'est très cool. Et en gros, c'est les personnes responsables de créer les cotes sur lesquelles les gens parient, de gérer le risque financier lié aux mises des parieurs. Et à l'époque, tout se faisait à la main. Donc, Alors ouais, alors ça c'est fou parce que là, évidemment, intuitivement, moi, quand on parle de code de ce pari sportif, directement, je pense à l'actuariat, donc des modèles mathématiques très compliqués, ou alors je pars sur des algorithmes qui fait que ça se fait complètement automatiquement. Et en fait, tu me dis qu'au début, c'était fait à la mano, vraiment, c'est dingue. ouais, c'était 100% à la main, il n'y avait aucun algorithme. On avait des benchmarks, hein, voilà, fallait pas être trop loin de la concurrence, fallait pas créer de ce qu'on appelle de sure bet, c'est-à-dire de positions qui créent un gain assuré pour le parieur entre deux sites. Donc il y avait pas mal de choses comme ça, mais on avait assez peu de données et surtout zéro automatisation. Donc on créait les cotes complètement à la main, on les tapait. Voilà, 1,25, on le tapait. Et, Mais ça, est-ce et que en tu live, on le faisait en live. Alors justement, en fait, ça, tu peux nous expliquer, parce que moi j'ai l'impression que plus il y a des gens qui votent pour l'équipe A, enfin qui parient, pardon, pour l'équipe A, plus la cote, elle bouge. Mais ça doit se faire normalement, encore une fois, dans ce que moi j'ai le sentiment, ça doit se faire
quasiment à la milliseconde près pour éviter. Voilà. Mais vous, comment? C'est quoi, toutes les minutes, vous ajustez en fonction des. Non, Comment ça se passe? en fait, tu as deux parties. Tu as ce qu'on appelle le main book, c'est-à-dire ce qui se passe avant le match, c'est-à-dire la cotation avant le match. C'est-à-dire, je te prends, je sais pas, PSG Marseille. On va donc le site, le bookmaker, je sais pas, Unibet, Betclic, Française des Jeux, PMU, peu importe, va assigner des codes. Donc, je sais pas, 1,50 sur le PSG, 3,50 sur le nul et 7 sur la Ça, victoire. c'est une fonction, je sais pas, des résultats passés, de la position. Là, ça n'a rien à voir avec les gens qui parient. C'est la Non, ça n'a rien à cote, voir. c'est ça? Rien à voir. Ok, d'accord. Vraiment, de la statistique, de l'historique, de la data. Il faut mettre à jour cette cote en fonction de plein de choses. Si tu as, je sais pas, là, tu as le Real, tu as PSG Real qui se joue là. Si tu as Mbappé qui se blesse, bah, ça va avoir une influence sur la cote du Real. Donc, il faut voilà, mesurer en gérant le risque financier, mais tu peux pas faire n'importe quoi. C'est pas un jeu voilà, tu peux pas faire 1, 20, 5, 3, 4, c'est pas possible. Donc, c'est des micros changements, mais tu en fais beaucoup avant le match. Et une fois que le match démarre, là, ça passait, hein, parce qu'aujourd'hui, 90% de l'activité est totalement automatisée, robotisée. Et puis là, on partait à la main pendant le match. Donc, tu as un écran de contrôle où tu vois le match en vrai direct, contrairement à la télé qui n'est pas en vrai direct. Donc, tu as quelques secondes d'avance sur les parieurs. Et bah, tu vas bouger tes cotes en fonction de ce qui se passe dans le match. Voilà. Et tu vas bouger toutes tes cotes. Donc, c'est des centaines, voire des milliers enfin, c'est des milliers de changements de cotes. Toi, tu dois regarder. Mais comment vous avez. Parce qu'il y a plein de matchs, il y a plein de. Il faut qu'il y ait un gars qui est devant l'écran, Ouais, non-stop. Et ouais. vous êtes combien pour faire ça? Parce qu'il y a combien de matchs en même temps? Bah, Enfin, à c'est l'époque, Pascal. aujourd'hui, c'est automatisé. Donc, tu as Ouais, beaucoup de live en même temps. Mais à ouais. l'époque, encore une fois, hein, je parle d'un temps. Moi, j'ai Non, fait ça de c'est 2010 intéressant. à 2014. Hein, donc, Du betting, moi je ne suis pas un parieur, je crois que tu l'as compris. Mais pour ceux qui font du betting, c'est intéressant de voir les prémices de secteur. C'est fou, ça, à la mais, main. à l'époque, bah, tu avais, en fonction du nombre de personnes que tu avais un nombre de lives en même temps. Donc, si on était 5, bah, il y avait 5 lives. Parce que tu avais vraiment un mec derrière chaque ordi. Ah ouais, donc tu en as bouffé du match. Ouais, et puis c'est un métier stressant parce que tu gères quand même le risque financier et tu peux perdre. Hein. C'est pas du pari mutuel, hein, c'est du pari à cote. Donc, tu n'es pas chez PMU où de toute façon le bookmaker est sûr d'encaisser une certaine somme. Donc là, tu peux perdre de l'argent sur ton match. Donc c'est assez stressant. Et puis surtout, tu dois faire toutes les plages horaires. Donc j'ai fait, oui, des championnats, des matchs de foot argentin à 3 heures du matin. La majorité du sport se déroule le week-end. J'ai bossé presque tous les week-ends pendant 4 ans. Ouais, c'est un métier qui est pas hyper reposant, pas hyper facile, mais qui est passionnant parce qu'en fait, tu regardes des matchs de foot. Quand tu adores le foot, il n'y a rien de mieux. Et puis, tu Ah, bien découvres sûr. d'autres sports. Moi, j'ai découvert plein de sports grâce à ça. Et voilà, tu restes dans un métier passion et c'est génial, mais sans côté gambling, quoi. Moi, je ne l'ai jamais vu comme. Et je comme comprends maintenant pourquoi au départ tu m'as corrigé quand je t'ai parlé de gambling. je me sens vraiment en passion du sport. Et il se trouve que bah, c'était le nouveau métier. Mhm. En fait, c'était le métier le plus tech de l'époque. Hein. Aujourd'hui, tout est automatisé et il n'y a presque plus rien à la main. Mais à l'époque, quand je racontais ce que je faisais, les gens, ils hallucinaient. Hein. C'était Ah oui, assez tu rare. payais pour regarder des matchs, donc évidemment, c'est Et comme on ça, était, ça devait et être fou. on était très peu à le faire, surtout en France. Très, très, très peu. Donc, Et alors, est-ce que toi, tu sais, c'est comme le dealer qui consomme pas. Pardon pour la comparaison, mais tu vas comprendre. Est-ce que toi-même, tu pariais? Est-ce que tu avais le droit, parce que tu étais aussi celui qui faisait les cotes, donc est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir un conflit d'intérêts? Est-ce que dans ton contrat de travail, il y avait une interdiction de parier ou pas oui, tu avais une interdiction de parier sur le bookmaker pour lequel tu travaillais, ça c'est sûr. Donc tu ne pouvais pas parier sur tes propres cotes, hein, c'est Ok. évident. Et puis, moi, de toute façon, je n'ai pas ce profil-là, donc je ne Oui, fais pas donc de toute ce genre façon, de c'est truc. pas ton truc, quoi. Ok. Ouais, c'est pas vraiment mon truc. En fait, quand tu bosses derrière, c'est compliqué d'être devant aussi, tu vois. Donc, voilà. Et, et oui, t'as des gens sûrement qui ont été traders et qui pariaient en même temps, mais sur d'autres Ouais. plateformes. Ça, Oui, parce que ça ouvre la porte à la filouterie. En plus de ça, je vais te dire, tu deviens un véritable expert.
quand tu Ouais. passes ta vie à regarder des matchs. Donc, à un moment donné, tu as peut-être aussi, d'ailleurs, tu vas écrire un bouquin sur le sujet, on y reviendra. Donc, tu deviens, voilà, et à un moment donné, tu peux te dire, enfin, c'est humain, hein, bah, je vais tirer parti de cette Ouais, connaissance. mais en fait, tu connais le système, Ouais, c'est des jeux qui ont des taux de redistribution qui sont bas. Et en fait, globalement, enfin, c'est très dur d'être profitable en étant parieur. Il y a très très peu de gens qui en vivent. Il n'y en a pas. Hein. Donc, ok. C'est euh, vraiment du plaisir, du divertissement. ouais, moi, je l'ai jamais pris sur un côté comme ça, en tout cas. Oui, j'ai pu parier 2-3 fois avec des potes et tout, mais pas en mode, geek et je vais tirer du profit et tout, de mes connaissances, tout simplement parce que c'est presque impossible. Si tu veux, en fait, le sport offre un aléatoire incroyable Eh et oui. il peut tout se passer dans un match. On l'a encore vu là, enfin, on peut le voir tous les jours, hein. Si tu prends tous les sports du monde qui sont proposés en paris, tu verras que tu as un taux de surprise qui est assez grand et que en fait, c'est ça qui crée la perte des joueurs. Et voilà, quand tu as compris le système, bah, Ouais. il Et faut puis, que ça reste du plaisir, quoi. Tu vois? quand la part d'aléatoire, elle est plus faible, bah là, le gain est plus faible aussi. Donc, finalement, c'est Ouais, compliqué de mais le trouver. risque est grand, si tu veux, moi je l'ai toujours vu comme un truc, vraiment, qui doit rester un plaisir, quoi. Ok. Pas comme un truc addictif ou rémunérateur. Vraiment pas. Ok. Alors, quand on tape ton nom sur Google, on tombe tout de suite sur ta page sur Google Book, je crois, parce que donc tu as t'as rédigé un ouvrage sur voilà justement les paris sportifs, etc. L'indispensable des paris sportifs. On est en 2014 à l'époque. Euh, Raconte-nous un petit peu comment tu penses à écrire, parce que c'est pas tout le monde n'écrit pas un livre. Donc, comment ça t'a pris? Est-ce que tu as été incité à le faire? Comment tu as été accompagné? Pas du tout. Je me suis dit: «En fait, il y a pas de bouquin de référence sur les paris sportifs. Les gens savent pas trop comment ça fonctionne. Ils ont une approche très, très, simpliste du métier et du secteur». Et il y avait l'opportunité de la coupe du monde 2014 au Brésil, qui était à l'époque un événement, énormissime. Et je me suis dit: «Bah, tiens, ça serait une bonne idée d'écrire». Il y avait des bouquins qui sortaient sur le poker, il y avait des bouquins qui sortaient sur plein de choses et je me suis dit: «Bah, tiens, ça serait plutôt cool d'avoir un bouquin de référence voilà, qui explique un peu ce que c'est et vraiment pour les débutants, pour les néophytes, d'expliquer un peu le milieu». Et donc je suis allé voir un éditeur et je lui ai expliqué mon projet et il m'a dit: «Banco, par contre, il reste un mois si on veut être dans les temps pour la coupe du monde». Et donc ça s'est fait hyper vite et puis j'ai écrit ça et puis c'est paru, c'est cool, ça a eu son petit succès et tout, c'était sympa. Voilà, j'ai pas Il est encore à jour aujourd'hui pour celles et ceux qui iront le non, pas du voir? tout. Non, 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 d'accord. je l'ai jamais mis à jour, on m'a jamais demandé de le mettre à jour. Il y a eu une version en 2014 qui a bien marché parce que c'était la coupe du monde et que c'était, vraiment le pari sportif avait le vent en poupe à fond, donc il a bien marché, mais c'est tout quoi. Après j'ai pas commis d'autres Ouais. livres. On gagne beaucoup d'argent quand on publie un livre. Non, on gagne rien du tout. On On gagne gagne pas. rien. Ouais. Ah, on gagne rien. Non, non, c'est pas du tout rémunérateur et d'ailleurs je l'ai pas fait pour l'argent. Je fais d'ailleurs rarement les choses pour l'argent. C'est pas du tout rémunérateur. Surtout quand c'est un premier bouquin. Parce que du coup, alors quand vous vous appelez, si tu t'appelles, Welbeck ou Museum ou Welbeck, évidemment, là, c'est toi qui vas imposer ton prix, ouais. ils sont sûrs d'en vendre tant, donc là, ça peut être très, Tu as très même une avance où tu as 2 ans pour l'écrire si tu veux et pendant ce temps-là, mais tu mais je me rappelle même pas, mais je crois que c'est en centaines d'euros, hein, ce que j'ai touché. Enfin, ah ouais, ah ouais, d'accord, mais OK. ce qui est déjà très bien parce que l'immense majorité des auteurs touchent 0 et plutôt ça leur coûte de l'argent, ils se publient à compte d'auteur. Moi, j'ai réussi à trouver un éditeur, donc c'était déjà plutôt sympa. Mais non, le métier du livre, de l'écriture, il y a 10 mecs en France qui gagnent leur vie, quoi. C'est très, très, très rare. Et après, il y en a qui font des coups, comme les hommes politiques et tout, qui vendent des bouquins
parce qu'ils ont une image, etc. Mais dans les écrivains ou dans les auteurs, ça se compte sur les doigts de deux mains, quoi, maximum. Ok, ok, bah, tu vois, pour le coup, si certains avaient envie de se lancer là-dedans Ouais, pour c'est la... très dur, c'est très dur, hein. Déjà, trouver un éditeur, c'est très dur. Moi, Ouais. j'ai eu beaucoup de chance, Même mais maintenant, avec l'IA, en plus, les codes sont complètement réécrits parce que tout le monde écrit et propose des manuscrits à l'IA. Enfin, il paraît que c'est vraiment, c'est une galère le monde de l'édition aujourd'hui. ouais, tu as raison, maintenant, tu écris un bouquin en 5 minutes. Donc, à l'époque, tu avais ton stylo et une page et tu avais un ordi avec Word. Et c'était le truc le plus tech du monde, Word, pour écrire ton truc, mais c'est tout, quoi. Bien sûr. Ouais, non, mais j'imagine. Ok. Alors après, là aussi, hein, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que tu montes une boîte qui s'appelle JFP Media, dans lequel tu vas évoluer pendant plusieurs années. Raconte-nous un peu cette expérience où qu'est-ce que tu fais et quelle place tu prends dans cette industrie du sport business, comme tu dis. Ouais, en fait, je monte une agence média dans le sport pour globalement apporter du trafic à différentes plateformes, que ce soit des plateformes d'autres médias, des plateformes d'articles, de vente d'articles, de sport, de bookmakers, aussi, tout ce qui a trait au sport, en fait, via des sites de contenu et de statistiques. Donc, en fait, c'est générer de la data sur différents sports, donc vraiment beaucoup de sports, principalement foot, tennis, rugby et tout, mais on a aussi fait, tu vois, je sais pas, du hockey sur glace, du football américain, enfin, tous les sports. Euh, et une approche beaucoup plus data, voilà, et avec des partenaires annonceurs qui nous rémunéraient en fonction du nombre de clients qu'on générait chez eux, ou du nombre de leads, ou du nombre de clics classique, quoi, une agence média classique. Et donc, alors concrètement, parce que bon, là, à moins qu'on soit dans le milieu, on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce que tu faisais exactement? C'est-à-dire que pour un client, tu lui trouvais les meilleurs espaces, on va dire, publicitaires sur Internet pour optimiser, je sais pas, le nombre de clics, le Ouais. nombre de leads. C'est ça que tu faisais? Et alors, à l'époque, est-ce que ça a changé par rapport à aujourd'hui? On Ouais, va ça rentrer n'a plus rien à voir. Ouais. parce qu'avec Jockeys, j'imagine que bah, le marketing et notamment le marketing en ligne fait partie des leviers que vous utilisez. Mais par rapport à toi où tu avais ton agence, comment ça a évolué les notions de référencement, les notions de coût par clic, les notions de tout ça? Tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, bah, en fait, à la base, le marché fonctionnait au CPM, qui était le coût par 1000. C'était le coût qu'on te payait, toi, pour 1000 impressions d'une pub sur une de tes pages. C'est un truc qui a globalement totalement disparu depuis un certain temps. Et puis, on est passé au CPC, donc le coût par clic. Donc, on jaugeait en fonction du nombre de clics, avec tout, évidemment, les enjeux de tracking que ça inclut, hein. On jugeait la Alors, qualité de pardon, je ouais, t'interromps. Et là aussi, pour que tout le monde comprenne bien, parce que pour toi, c'est évident et c'est normal. Moi aussi, c'est des éléments que je maîtrise évidemment, mais il faut comprendre qu'une marque, soit elle va passer par une régie qui va la placer dans des espaces, soit elle va elle-même contacter le média sur lequel il y a du trafic, et puis elle va positionner, par exemple, une bannière publicitaire. Et puis, eh bien, en fonction du nombre de personnes qui vont cliquer sur la bannière qui va rediriger vers leur site internet ou vers une landing page ou n'importe quoi, peu importe, à ce moment-là, elle va payer le site qui génère ce trafic-là. Là où tu parlais d'enjeux de tracking, c'est pareil pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'on va utiliser des outils comme Google Analytics, mais il y en a d'autres, etc., pour essayer de voir d'où viennent les utilisateurs et d'optimiser ce qu'on appelle le funnel d'acquisition. Vous avez sans doute entendu ça parler de ça quelque part. Et l'objectif, c'est d'optimiser le nombre de personnes qui viennent sur le site, de vérifier d'où ils viennent, et après, par exemple, si on voit qu'ils viennent beaucoup du site A, bah, d'investir plus sur le site A. Après, tu as toute la mécanique des mots-clés pour être référencé sur Google. Enfin bref, le marketing digital, c'est un métier qui est ultra vaste. Voilà, donc je te laisse reprendre. Excuse-moi de t'avoir non, interrompu, mais bien sûr, tu as raison d'apporter des précisions, parce que c'est vrai que ouais, parfois les jargons, nous, on s'en sert tous les jours, mais il y a peut-être des gens qui connaissent pas tout ce jargon. Mais globalement, c'est le fait de
d'optimiser, comme tu le dis, alors que, comment dire, mais ouais, ton acquisition, donc les gens qui vont venir chez toi, et de faire en sorte de trouver les moyens pour que ça soit le plus performant possible, donc il y ait le plus de transformation possible sur le site, de l'annonceur, etc., etc. Et quand on est passé, après, on est passé du coût par clic au CPA, donc le coût par acquisition. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une tendance sur Internet, et moi je l'ai vu étant dans le digital depuis pas mal de temps. Les premières pubs, les gens cliquaient tous dessus sur Internet. Tu avais une bannière, tu cliquais dessus parce que c'était nouveau. Puis les gens sont habitués à avoir des bannières partout, donc ils ont cliqué de moins en moins. Donc au début, on est passé par un paiement de l'affichage vers un paiement du clic. Puis après, en fait, le clic valait plus rien parce que les gens cliquaient même plus, et c'était la majorité des clics étaient en fait ce qu'on appelle des misclics, c'est-à-dire des clics où tu fais pas exprès de cliquer dessus. Et donc on est passé à un indice de performance avec le CPA, donc le coût par acquisition, qui est par exemple de dire je mets une pub Nike sur mon site, ou Adidas pour citer plusieurs marques, je mets une pub Nike ou Adidas sur mon site, et la personne va non seulement cliquer, mais derrière créer un compte Nike.com, ce qui peut créer une rémunération pour moi. Ça s'appelle le coût par lead, le coût par inscription. Et en plus, si elle achète une paire de chaussures Nike, je vais toucher soit une commission fixe sur cette paire de chaussures, donc je sais pas, n'importe quoi, 5 euros, soit je vais toucher ce qu'on appelle un rev share, un revenu share, c'est-à-dire que je vais partager les revenus générés par mon utilisateur que j'ai envoyé vers Nike avec Nike. Donc, sur la paire de chaussures, je vais prendre 10% du prix de la paire de chaussures qu'il va acheter. Voilà. Et donc là, on en arrive au principe du tracking de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il faut le savoir, quand vous êtes sur Internet, vous avez un boulet au pied qui vous suit sur tous les sites pour savoir d'où vous venez, où vous allez. Et ça, c'est ce qui finance finalement l'industrie de l'Internet, etc. Alors, je pense que ça doit être ces fameux cookies dont on parle. Et il y a aussi plein de choses. Il y a aussi des liens, il y a des trackers dans les liens où on sait d'où tu viens, etc. Et ça permet de voir comment l'utilisateur a acheté ce produit, par où il est passé, et de financer toute la chaîne d'apport d'affaires, entre guillemets. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, le marketing digital. Donc, merci pour cette évolution, hein, donc CPM, CPC, CPA aujourd'hui. Tu penses que cette évolution, elle est saine finalement, parce qu'elle permet de peut-être mieux partager la valeur, mais en même temps, la difficulté, c'est plus la même. À l'époque, il suffisait juste de générer du trafic. Après, il fallait générer du clic. Et maintenant, il faut générer de l'achat. Donc, en fait, tout ça, c'est dans l'intérêt des distributeurs, des vendeurs de produits. Par contre, pour ceux qui font du marketing, le challenge, il est de plus en plus élevé. Et notamment, si on met en perspective avec la masse de boîtes qui font ça. Donc, le marché, en plus, est de plus en plus fragmenté. Et l'IA, qui aujourd'hui transforme complètement la donne de ces funnels d'acquisition. Donc, toi, tu es de l'autre côté, tu es du côté client, j'imagine, en partie. Mais voilà, toi qui as été aussi du côté boîte de com, ouais, j'imagine que ça va être de plus en plus compliqué aujourd'hui de générer du revenu là-dedans. Ouais, les boîtes, il y a beaucoup de boîtes qui sont mortes à cause de ça, hein, c'est très, très compliqué. Il y a un côté positif, c'est que en fait, un site qui va générer un bon trafic, c'est un site de qualité. Alors qu'avant, il y avait plein de sites qui étaient un peu du clickland, quoi. C'était en fait fait mécaniquement pour que vous cliquiez et tout. Donc aujourd'hui, le clic, il rapporte plus rien. Donc en fait, il y a aucun intérêt à vous faire cliquer. Donc il faut vous convaincre que le produit est bon, ou vous mettre des produits qui sont vraiment en relation avec votre intérêt d'être sur le site. Si vous avez un site j'en sais rien, de running, voilà, de passionnés de trail, vous allez mettre que des pubs des nouvelles chaussures de trail de telle marque, mais il va falloir aussi argumenter, faire un reportage limite sur ces chaussures, etc. C'est vraiment, on a complètement évolué, alors qu'avant, il suffisait de pusher l'image. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup plus de boulot. Donc, ça rend aussi les sites plus quali. Parce qu'avant, il y avait plein de sites qui étaient absolument pourris. Et maintenant, les sites qui survivent ou qui fonctionnent, parce qu'il y en a encore qui fonctionnent bien, hein, mais grâce à la pub,
Ils n'ont pas que de la pub, ils ont d'autres moyens de revenus, parce que de la pub, c'est plus possible, à ma connaissance. Et deux, ils sont obligés de faire de la qualité. Donc, on se retrouve avec des sites très quali. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, l'IA, là encore, vient rebousculer pas mal de choses. On verra ce que ça donne à ce niveau-là. Avec l'IA, il y a encore assez peu de recul, je trouve, pour ça, mais on verra. Ouais. Ça va OK, une- très bien. Merci, Julien, à nouveau. Alors, on va passer maintenant sur la partie un peu crypto, Bitcoin, NFT, tout ça, tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment, pour la première fois, tu as rencontré alors Bitcoin ou les cryptos? Je ne sais pas par quelle porte tu les as découverts, ou peut-être les NFT, j'en sais rien. Enfin, la première fois que tu as entendu parler de blockchain, est-ce que tu peux nous raconter si tu t'en souviens? Ouais, alors la première fois exactement, je m'en souviens pas, mais je suis un curieux, donc je regarde pas mal de choses. C'est un secteur qui m'a intéressé, mais qui m'a un peu fait peur au début. En revanche, j'aimais beaucoup le concept de finance décentralisée, de liberté, d'être moins asservi par un système financier. C'était plus philosophique en fait que économique, l'intérêt à la base. Et puis derrière, j'ai découvert j'ai découvert plein de plateformes, plein de projets qui se sont lancés. Et en fait, ma passion du sport m'a rattrapé. C'est que j'ai découvert Sorare par l'intermédiaire d'un ami qui y jouait. Alors, c'était pas les tout débuts, hein, mais c'était quand même pas. Enfin, je l'ai pas découvert hier matin. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai trouvé dans l'idée du Web3 et des NFT une révolution potentielle numérique assez incroyable. Et donc, je me suis mis à rencontrer pas mal de gens de ces secteurs-là. Moi, je suis pas un geek crypto, Web3, etc. J'ai pas de portefeuille, enfin, j'ai pas de portefeuille crypto important. Je suis pas du tout quelqu'un qui va prendre des risques là-dessus, qui va aller sur n'importe quel projet. Moi, j'ai découvert le monde du Web3 et de la crypto par des projets. Et non pas, j'ai découvert le Bitcoin, machin, et puis j'ai vu qu'il y avait des projets. Ce qui est le cas de beaucoup de gens, en fait. Moi, j'ai plutôt une approche Web 2, donc Web 2,5 aujourd'hui, qui est de dire que euh, je pense que les gens, c'est-à-dire la population globale, est pas du tout prête et sera jamais prête, en fait, pour le Web 3 et pour toutes ces connaissances de blockchain, de smart contract et compagnie. C'est beaucoup trop technique pour être grand public. Mais qu'en revanche, le Web3 offre des possibilités incroyables, notamment la propriété numérique, l'interopérabilité. Il y a plein de, on peut en discuter pendant des heures. Il y a plein de trucs incroyables, mais que ces choses-là doivent rester cachées en fait. Et de proposer, c'est pour ça que moi j'appelle ça du Web 2,5, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Jokies, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on propose un produit qui est globalement Web 2 dans l'approche, dans front, quoi, qui est ce On qu'on va y dit, revenir. On va voilà, y ce revenir. qu'on Et en voit. fait, juste avant l'interview, j'ai créé un compte sur Jokies. Et effectivement, l'abstraction, elle est totale. Mais on y revient juste après. T'embête pas, mais c'est intéressant, effectivement, cette approche au départ plutôt philosophique et après, ouais, en termes d'autoconservation et de reprise de contrôle de l'individu sur ses moyens et sur sa capacité financière. Donc ça c'est intéressant. Mais donc, c'est-à-dire que tu ne vis pas, toi, les différents cycles, donc, je sais pas moi, le bull run de 2017, celui de 2020. Toi, tu passes complètement à côté de tout ça. Alors, je passe complètement à côté. Financièrement, oui, parce que j'ai aucun intérêt ni aucune perte. Voilà, j'ai pas C'est pas d'intérêt. ton, ouais, c'est pas, tu n'investis pas, c'est pas ton. D'accord, ok. Non, et puis j'ai pas les moyens d'investir. Enfin voilà, moi je suis entrepreneur, j'ai pas de fortune personnelle, de trucs comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui m'impacte. En revanche, je suis de très près ce qui se passe parce que ça m'intéresse, parce que c'est quand même une grosse part du business d'aujourd'hui et de demain. Donc j'ai beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui eux ont des intérêts importants via leur société, etc. dans la crypto et tout. Donc je m'intéresse, je m'informe, je reste hyper informé. On a des équipes aussi chez Jokies qui sont très très au fait de tous ces marchés, donc c'est un truc passionnant, mais c'est pas un truc dans lequel moi j'ai une réelle passion. Moi, ma passion, elle est de produire
du divertissement et de me servir de cette technologie pour faire des choses innovantes et nouvelles sans saouler les gens avec tout ce jargon Web3, crypto, Ça, qui est on l'a bien compris et je pense que c'est la meilleure voie vers l'adoption si tu veux des vrais utilisateurs en tout cas, parce que sinon bah, c'est essentiellement du farming, on y reviendra. Ok, alors à quel moment et pour quelles raisons tu nous dis que tu rencontres, enfin tu découvres Sorare et à quel moment tu décides de toi-même te lancer dans un projet et pourquoi les courses hippiques? Est-ce que, parce que tu vois, pour le coup, jusqu'à présent, là, après 50 minutes, on a parlé de sport, on a parlé de plein de choses. On n'a pas parlé de course hippique, de turf. Et donc, pourquoi c'est ce créneau-là que tu vas prendre alors que certains ont pris donc, le football avec Sora. Moi, j'avais reçu quelqu'un qui a fait à peu près, alors m'en veux pas si je fais des comparaisons, mais parce que tout le monde, dans le Web3 Sport, on parle du Sorare 2 quelque chose. J'avais reçu Ovalie avec le rugby. J'ai rencontré celui qui a fait le Sorare du tennis. Je ne sais plus son prénom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Et puis, on a là maintenant le Sorare des courses hippiques. Donc, c'est une espèce de trend qui n'est pas simple hein, d'avoir comme grand frère Sorare, qui lui aussi d'ailleurs rencontre quelques difficultés, hein, c'est pas si simple. Hein. Mais voilà, donc comment tu décides toi de te lancer dans le Sorare de quelque chose et pourquoi les courses hippiques? Donc moi, je vois Sorare et je ne peux pas m'empêcher d'étudier un peu le business model, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et je découvre en fait que c'est assez incroyable, que pour l'utilisateur, c'est génialissime, que ça change énormément des jeux, que ça se positionne en fait en Fantasy League, mais amélioré, alors que les Fantasy League sont vraiment c'était très bien, mais c'est un peu rébarbatif, c'est toujours la même chose. Voilà. Et que là, ça te donnait un attrait assez incroyable. Donc, je bosse énormément le sujet Sorare. Et puis, je benchmark tous les sports. Enfin, tous les sports, beaucoup de sports. Et je me rends compte d'une chose, c'est que le meilleur sport pour faire un Sorare-like, c'est les courses hippiques de très loin. Et pourquoi Parce que c'est très simple. Alors moi, c'est à la base le sport que je connais peut-être le moins. Donc moi, je connais beaucoup de sports, beaucoup de stats. On m'appelle toujours quand il y a une question sport, tu vois. Voilà, je suis imbattable en case orange du Trivial Poursuite. Je suis un peu un geek des stats du sport, mais les courses hippiques, je connaissais un peu, évidemment, mais je ne suis pas du tout assidu course hippique. Je ne connais pas les noms de tous les chevaux, de tous les jockeys, etc. Et en fait, je benchmark plein de sports. Je me dis, c'est pas possible, ça marchera pas. Et puis, je tombe sur les courses hippiques et je rencontre beaucoup de gens des courses hippiques. Hein. Je benchmark pas n'importe comment. Je m'informe. Donc, je rencontre des professionnels du secteur et tout. Et globalement, il y a un truc qui me fait basculer, c'est les courses hippiques, c'est 365 jours sur 365. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de 1er janvier, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de jour férié. C'est tous les jours, toute l'année. Et c'est parfois plus de 50, 60 courses par jour. Et en fait, quand tu fais un jeu, le truc le plus important, c'est la rétention, c'est la fréquence de jeu. C'est à quel point ton utilisateur va pouvoir vibrer, le nombre de fois qu'il va pouvoir vibrer par semaine, par mois ou par jour. Et en fait, aujourd'hui, quand j'ai découvert que certains jockeys, les meilleurs jockeys, ils peuvent courir jusqu'à 1800 courses par an. Donc ça fait globalement 5-6 par jour, tous les jours, sans arrêt. Donc c'est extraordinaire quand tu fais un jeu, parce qu'aujourd'hui, si tu achètes une carte Jockeys de Maxime Guyon, qui est la cravache d'or, parce qu'il y a aussi les trucs d'or pour le course hippique, qui est le pendant du ballon d'or pour le foot, qui est la cravache d'or 2024, et bah, tu vas vibrer 1800 fois par an avec une seule carte, quoi. Et ça, c'est unique parce que au foot, globalement, ils jouent une fois par semaine. Alors peut-être de temps en temps, un peu plus quand ils sont en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe. Il y a des trêves internationales. Typiquement, en juillet, il y a très très peu de matchs, voire pas de matchs. Et on se retrouve avec des creux énormes. Alors que les courses hippiques offrent la fréquence de jeu la plus incroyable de tous les sports confondus. Et donc, je découvre ça.
Et je me dis, bah, il faut faire quelque chose. Et donc, je ne suis pas tout seul, hein, je ne monte pas ce truc-là tout seul. Et donc, on décide d'y aller et de tenter l'aventure de monter un SORAR des courses hippiques avec vraiment comme intention première de créer un cercle vertueux avec les courses, parce que les courses hippiques ne sont pas un sport comme les autres. Ça, je l'ai très, très rapidement compris. C'est un sport qui est un sport aussi solidaire, qui reverse à la filière. Et en fait, aujourd'hui, 100% de tout ce qui touche les courses hippiques, donc les jockeys, les entraîneurs, les drivers, les hippodromes, les gens qui travaillent dans les hippodromes, les sociétés qui nourrissent les chevaux, les sociétés qui... Tout ça, donc c'est en gros 60 000 personnes en France, 60 000 emplois, dépendent tous à 100% aujourd'hui des paris hippiques. Et c'est un secteur qui fait encore beaucoup de chiffres, mais qui a du mal à se rajeunir, à attirer les nouvelles générations. Et donc, l'idée a été de disrupter totalement le marché en proposant quelque chose de totalement nouveau qui ne vient pas concurrencer du tout les paris hippiques, parce qu'on n'est pas du tout un jeu de paris, mais qui vient apporter sa pierre à l'édifice des courses hippiques de demain en créant un cercle vertueux qui va permettre de reverser aussi de l'argent à l'ensemble de l'institution et de participer à l'avenir des courses. Alors, on va s'intéresser, merci pour cette introduction, parce que c'est vrai que ça en dit long, et bravo à toi d'être sorti de ta zone de confort. C'est vrai qu'intuitivement, tu aurais pu rester dans des sports que tu maîtrisais davantage. Malheureusement, j'imagine qu'ils étaient déjà pris aussi. Donc, bon, la belle affaire. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que ça t'a permis de te lancer, d'apprendre aussi plein de choses, j'imagine. Et en fait, c'est ça qui est cool. En 1 an et demi ou 2 ans, j'en sais rien, tu as dû apprendre une tonne et voilà, aujourd'hui, tu es encore meilleur au Trivial Poursuite, j'imagine. Mais alors, pour revenir sur les courses hippiques, c'est vrai que, alors pareil, je suis pas loin d'être un spécialiste comme sans doute la plupart des gens qui nous écoutent, mais c'est vrai que la réputation des courses hippiques, elle n'est pas folle. Soit tu as le tiercé au PMU du coin, et encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur. C'est plus voilà, l'image que ça renvoie, l'image un peu du troquet du coin, dans lequel tu as les hommes, souvent les hommes, qui n'ont pas grand-chose à faire et qui vont jouer au tiercé. Et après tout, c'est leur liberté la plus entière. Et je répète, aucun jugement de valeur, il n'y a pas de souci, on se divertit comme on a envie. Et à côté, tu as sinon le tiercé qui va se trouver à l'hippodrome de Vincennes, où là, c'est beaucoup plus chic, avec des femmes avec des chapeaux. Et là, tu as des montants qui sont plus importants, tu as du luxe, tu as Hermès. Donc, tu vois, tu as un entre-deux entre, disons, j'allais dire le PMU du pauvre et comment ça s'appelle, l'hippodrome de Vincennes, le prix d'Ariane, un truc comme ça, c'est ça, non? Tu as le prix d'Amérique D'Amérique. au Vincennes et tu as l'Arc de Triomphe à Longchamp. Ok, bon, bah voilà. Bon, je pense que tu as compris. Oui. Et vraiment, pour le coup, je te dis ça de façon très intuitive. C'est sans doute évidemment très grossier. Mais tu as ce côté très binaire et limite aux deux opposés. Mais le grand public, celui qui est ni très aisé à Vincennes, ni celui qui fait du tiercé au PMU tous les jours, bah celui-là, il est un peu exclu de tout ça. La couverture médiatique dans les médias traditionnels, elle n'est pas folle non plus à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup, j'ai l'impression, de création de contenu. Il n'y a pas beaucoup à part Hermès, etc., mais il y a peu d'entreprises qui misent là-dessus. Donc, c'est vrai que ce n'était pas simple, j'imagine, pour donner peut-être un visage d'accessibilité à ce sport. Donc, ça doit être un challenge pour vous aujourd'hui d'arriver à vous positionner pour que des jeunes technophiles, parce que même si vous avez abstrait la blockchain, c'est quand même très digital, c'est quand même du collectible. Et donc, forcément, ça s'adresse, j'imagine, plutôt à des jeunes ou moins jeunes, mais quand même assez jeunes technophiles. Comment vous arrivez à leur faire prendre conscience que ça existe aussi et c'est pas réservé soit aux très très riches, soit aux, disons, voilà, aux troquets du coin, pour parler simplement. Alors déjà, tu as complètement raison. Les courses hippiques, ça va du très, très populaire au très, très VIP. Hein. Il y a vraiment toutes les tranches. Ça, c'est hyper intéressant. Et la vision qu'on porte, elle est hyper simple. Dans tous les sports,
tous les sports, ils sont populaires ou ça fait de l'audience. Pourquoi? Parce que les gens s'identifient. Les gens s'identifient à un sportif. Tu es fan de foot parce qu'en fait, tu es fan de Messi, tu es fan de tennis parce que tu es fan de Nadal, et cetera, et cetera, et cetera. Tu as besoin d'idoles pour t'entraîner dans le sport et être vraiment passionné. Les courses hippiques se sont concentrées depuis leur création sur les chevaux. C'est-à-dire que les stars aujourd'hui, qui sont encore mises en avant aujourd'hui, sont les chevaux. Or, il est absolument physiquement impossible de s'identifier à un cheval. C'est absolument impossible. Et d'ailleurs, même les meilleurs, et j'en connais beaucoup, des experts des courses, en fait, comme ça, si tu leur montres 30 chevaux, ils ne vont pas reconnaître lequel est lequel. Tu vois. Donc, c'est vraiment impossible. Euh, et on ne peut pas starifier uniquement l'animal, même s'il est vital évidemment aux courses et qu'il est prépondérant. En revanche, on a des gens qui sont sur les chevaux, qui font un sport extraordinaire parce qu'il est dur, il est dangereux, il est spectaculaire, il est quotidien, etc. Et qui ne sont pas du tout mis en avant. Et nous, la disruption de Jockey, c'est de dire les chevaux, c'est super, on les aime beaucoup, mais si on veut que à l'avenir, les jeunes notamment, et toute la tranche 20-40 ans s'intéressent aux courses, il faut qu'ils puissent s'identifier à des gens. C'est important. Donc il faut starifier les jockeys et les rendre populaires et que les gens suivent les jockeys et non pas que les chevaux. Et c'est tout la difficulté qui a été de convaincre l'ensemble des institutions, parce que c'est un milieu très, très institutionnalisé depuis très longtemps. On a dû aller convaincre un par un toutes les institutions de dire qu'il fallait laisser sa chance en fait au jockey, qui pouvait être le facteur de croissance des courses de demain et qui en plus offre la plus grosse fréquence de jeu de tous les sports confondus dans le monde. Voilà. Chose que les chevaux n'offrent pas du tout, puisqu'un cheval, il va courir, allez, ça dépend des disciplines, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, il va courir 5 à 10 fois par an. Et un jockey, il peut faire jusqu'à 1800 courses par an. Ah ouais, donc en fait, un jockey, il a plein de chevaux, en fait. Bien sûr. Ok, tu vois, je savais pas. Non, mais c'est intéressant, hein. Moi, je pensais qu'ils avaient, tu sais, leur Ouais, cheval. il y a des gens qui pensent ça, hein. Mais en fait, pas du tout. Un jockey, il monte, prenons le cas de Maxime Guyon, il peut monter en course, hein, il peut monter 7 chevaux par jour différents. Tous les jours, c'est des Ah oui, différents. c'est fou ça. Ok, excellent. Tiens, on a une question dans les commentaires. D'ailleurs, je précise à celles et ceux qui nous écoutent, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. On est en direct, il est 11h02. Différence avec Gambi. Alors, je ne connais pas Gambi, donc c'est un concurrent qui fait à peu près pareil ou pas du tout? Vraiment, je découvre. Alors là, je ne connais pas du tout Ok, Gambi. je ne pas non plus. Je peux parler de ma vie, donc j'irai Désolé voir. à Noctincoin. Je pense Mais, pas que ce soit un truc, on a bien benchmarké, donc je pense pas que ça soit un truc qui soit lié à notre secteur. jeu de pronostics sportifs, c'est une app. Bon, ok. Alors, justement, parlons un peu. Il y a plein de sujets que j'aimerais aborder avec toi. D'abord, on peut pas parler, évidemment, on peut pas ne pas parler de Tony Parker, évidemment, puisqu'il a été mis en avant un petit peu dans la communication. Il est, alors, des fois, je le vois comme cofondateur. Est-ce que tu peux nous raconter, je sais pas, ta rencontre avec Tony Parker, comment tu as réussi à le convaincre de te rejoindre dans cette aventure? Qu'est-ce qu'il fait effectivement? Voilà. Yes, donc pour monter, tout ça, on avait besoin d'une équipe, complète, en tout cas avec des gens, légitimes, et compétents, et donc on est parti avec Pirates Labs, avec Bilal, que tu dois Pirate connaître. Shop, ouais, je fais des petits inserts, hein, parce qu'évidemment, on a reçu Bilal dans l'émission récemment. Et effectivement, c'est un incubateur de projets blockchain Web3 et qui, effectivement, voilà, en général, accompagne des entreprises dans leurs différentes problématiques, qu'elles soient marketing, levée de fonds, commerciale, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver, hein, sur la chaîne une interview de Bilal qui est venu il y a quelques semaines nous raconter aussi un petit peu tout ça. Donc voilà. Yes, et puis on avait besoin de compétences hippiques, et donc on a été convaincre Laurent Brunto, qui est un peu le journaliste star de Equidia, qui est la chaîne des courses, hein. Quelqu'un qui a plus de 20 000 heures de direct à la télé sur les courses. Donc ça, c'était très bien. Et puis, il nous manquait une pierre à l'édifice, qui était vraiment une tête d'affiche star internationale, parce que nous, notre but, c'est vraiment d'ouvrir
un maximum de pays et qui soit légitime dans les courses. Et en fait, il y en a deux en France, enfin qui sont français et qui ont l'envergure internationale. Il y a Antoine Griezmann qui a une écurie de chevaux de course. Et puis, il y a Tony Parker qui a aussi une écurie de chevaux de course qui s'appelle Infinity Nine Horse. Et donc, on est allé voir ces équipes et on a présenté le projet. Et ce qui lui a plu, c'est justement le côté sportif, c'est-à-dire notre approche Web 2, enfin Web 2,5. Donc, on sert de la tech Web 3, mais on propose un produit abordable au grand public et on ne propose pas un truc complètement beaucoup trop technique. Et puis surtout, la mise en avant du sportif. Parce que lui, en tant qu'ancien sportif de haut niveau, c'est quelque chose qui l'a touché. Et il a décidé de nous suivre. Il est cofondateur de la boîte. Il n'est pas investisseur, il est cofondateur. Donc ça, c'est cool. Il est là depuis le premier jour. Et bah, c'est bien parce que ça donne une crédibilité à Jockeys importante. Et puis surtout, ça nous fait un allié d'envergure pour aller convaincre des marchés étrangers. Et puis c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc il a accepté très rapidement. Pourtant, on lui avait proposé beaucoup de projets a priori avant, sur lesquels il n'était pas allé parce que ça ne rentrait pas dans ses valeurs. Et donc là, il y a eu un match de projet / valeurs voilà, et il a décidé de cofonder avec nous. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un monsieur comme Tony Parker qui est aujourd'hui un business angel? Alors, on le voit notamment à Qui veut être mon associé. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Parce que j'imagine qu'il n'est pas à temps plein avec vous dans les bureaux, évidemment. Mais voilà, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Alors, dans la limite de ce que tu peux nous révéler, mais que ce soit un carnet d'adresses, des fonds, des partenariats, évidemment une image de marque, une réputation dans l'écosystème. Et est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent parce qu'il y a sa photo, quoi? Tu vois, je simplifie un petit peu, Alors, mais ça, pour la dernière question, on n'a pas fait de sondage, donc je ne pourrais pas te répondre. Par contre, évidemment, ça participe à la légitimité et au sérieux du projet. Ça, c'est évident. Et puis, surtout, ça ouvre des portes sur l'international parce que Tony, il n'est pas connu qu'en France. Il est connu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, au Japon et dans plein d'autres pays. Et ouais, c'est une preuve de sérieux. Et évidemment, il a un emploi du temps, comme tu t'en doutes, très serré. Donc, il n'est évidemment pas au bureau. Mais c'est un bon appui. Et on prend ses conseils avec sérieux quand il nous en donne. Donc voilà, on est ravis de l'avoir avec nous sur ce projet. Et encore une fois, plus important, c'est la valeur du sport et la mise en avant des sportifs qui n'étaient pas mis en avant. pardon, il n'y a pas de basket, de Sorare du basket, si? Si, bah, Sorare, ils ont les droits de la NBA. Ah oui, c'est Donc, vrai. il n'y a pas de Sorare du basket, c'est Sorare. Voilà. J'imagine qu'ils ont essayé de lui proposer à Tony Peut-être, il nous en a jamais parlé en tout cas, ou ses équipes nous en ont jamais parlé. Je ne pourrais pas te dire, Ce sûrement. serait plus, j'allais dire que ce serait plus logique, en tout cas pour le grand public, hein, bien sûr. Mais ok, très cool, très bien. Alors, revenons un petit peu sur Jockeys. Alors, ce qui nous intéresse, alors je précise évidemment à celles et ceux qui nous écoutent que cette interview est pas du tout sponsorisée, qu'il n'y a en aucun cas un conseil en investissement d'acheter quelque actif numérique que ce soit lié à Jockeys. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout voilà, la stratégie, les choix opérés, et notamment parlons de la blockchain. Donc il y a des cartes de jockey. Encore une fois, corrige-moi parce que voilà, le but c'est que tu nous le présentes un petit peu. Ceux-là sont des NFT. Quelle blockchain vous avez choisi pour justement émettre ces NFT? En fait, on a exactement la même strat technique que Sorare. Donc, c'est Starkware, qui est un layer 2 d'Ethereum et qui permet de minimiser, notamment, qui a comme avantage de minimiser les coûts de Donc vous transaction. êtes sur Starknet, Ouais, qui est absolument. développé par Starkware. C'est amusant. On a reçu Abdel justement vendredi, il y a 2 semaines dans l'émission qui a une
une interview qui a bien marché d'ailleurs et que vous pouvez quand même retrouver sur la chaîne. Ok, donc vous êtes sur Starknet, d'accord, ok, ok. Voilà, exactement pareil que Sorare. Et encore une fois, le but du jeu, c'est, tu vois, le layer 2 d'Ethereum, tu perds 99,99% des joueurs. Donc le but du jeu, c'est vraiment de vulgariser ça au possible et de faire abstraction et de renvoyer un produit hyper simple. Donc nous, on affiche les produits. Alors, tu as un jeu gratuit déjà, ça c'est important. Tu peux jouer à Jokis totalement gratuitement toute ta vie si tu veux. C'est exactement le même jeu, la même expérience de jeu que le jeu euh, avec des cartes numériques réelles, de vrais NFT. Et puis derrière, quand c'est des vrais NFT, on affiche les prix en euros et en petit, on affiche le montant en USDC. Donc on abstrait tout, quoi, même la crypto. Oui, mais alors, en termes de stockage, les NFT, ils sont stockés où? Ils sont stockés parce que est-ce que la personne, elle doit faire un wallet? Est-ce que vous en faites un pour lui? Les images, ils sont stockés sur un DAC. Enfin, c'est quoi la techno de la conservation des C'est ça qui est bien avec Stark, justement, c'est qu'en fait, chaque utilisateur a son wallet où sont stockés ses fonds quand il met des fonds qui sont chez nous en USDC, entre parenthèses ETH, et ses assets numériques. On est exactement vraiment sur exactement le Oui, même. mais il y en a qui connaissent pas le modèle Ouais, Sora. bien sûr, bien sûr. Pardon, pardon. On ne peut pas Ouais, juste se t'as raison, contenter de t'as faire raison, ça t'as comme Sora. Si, voilà, donc c'est pour ça que je te repose la raison. question. Voilà, où sont stockés justement. Donc, chacun a son wallet, mais par contre, tu ne demandes pas à la personne de noter ces 24 mots tout de Non, suite. parce qu'en fait, son wallet correspond à son compte Jokis, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui lui créez un wallet. C'est Stark qui lui crée un wallet. OK, d'accord. Et donc, mais par contre, lui, derrière, ce qu'il peut demander sa clé privée pour après la mettre sur son MetaMask, par Ouais, exemple. bien sûr, il est libre, hein, c'est des NFT, donc c'est de la propriété numérique et il fait ce qu'il veut, bien sûr. Ok, très bien. Alors, donc, ça veut dire que vous ne détenez pas les actifs des utilisateurs. Non, 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 on n'a pas de détention de fonds, on n'a pas de détention de leur NFT. C'est justement la promesse du Web3, c'est que tes assets numériques t'appartiennent et appartiennent pas à l'émetteur de base. Ils nous appartiennent, nous, quand on les vend, et puis derrière, ils ne nous appartiennent plus. Ouais, bien sûr. Et donc là, pour le coup, vos actifs, derrière, ils sont tradables. Il y a une marketplace sur laquelle on peut s'échanger. Est-ce Ouais. que c'est que sur votre marketplace à vous? Est-ce que c'est aussi tradable sur je sais pas, OpenSea ou des marketplaces grand public? Pour l'instant, c'est uniquement le marché secondaire est uniquement sur Jokis. Donc, le but, justement, hein, c'est de créer un parcours utilisateur simple. Nous, on ne vise pas des gens qui vont aller revendre des assets sur Arible ou sur OpenSea ou sur diverses exchanges décentralisés. On n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur un truc simple. Donc, c'est j'achète une carte et si je veux la revendre plus cher, bah, je la revends directement globalement là où je l'ai acheté, l'onglet d'à côté qui est le marché secondaire. Ok, tiens, je reprends une question dans les commentaires. Alors, tu réponds que si tu as envie, hein, je ne les filtre pas. Hein, mais Ouais, comment on fera pour utiliser la technologie StarkX? Je ne sais pas si c'est une donnée qui est publique ou si ça fait partie. je crois que c'est pas public, c'est pas donné. J'ai- Ouais, Ce que je peux répondre, c'est que c'est pas donné. ok. C'est une techno ouais, complexe et qui demande pas mal d'implémentation et d'intégration. Faut des devs, faut des devs solides pour le faire. Donc ouais, c'est une infra qui est pas donnée. Je peux pas évidemment pas communiquer les termes du Oui, contrat. oui, non, mais t'inquiète. Mais c'est ça, en fait, on se pose la question pourquoi, par exemple, hein, être parti sur Starknet, qui a un langage en Kero voilà, qui n'est pas forcément le plus facile à trouver parmi les devs, et pourquoi, par exemple, pas être parti sur, comme tout le monde, entre guillemets, sur Polygon ou sur Base, sur lequel tu as un langage en solidité plus classique. Est-ce que c'était trop limitant pour ce que vous vouliez faire ou est-ce que vous avez benchmarké aussi le choix de la blockchain? Bien sûr. On a benchmarké. En fait, si tu veux avoir une ambition, une grande ambition et faire un produit international et générer
des centaines de milliers d'utilisateurs, Stark va avoir beaucoup d'avantages sur pas mal d'autres blockchains. Si ton projet est ultra niche, si notre projet avait été ultra niche et avait visé d'avoir 100, tu vois, 100 holders de NFT, etc., on ne serait sûrement pas parti sur Stark. C'est évident. Enfin, en quoi Starknet permet de viser 100 000 quand Base permet de viser 100? Tu peux nous donner un élément qui permette de le comprendre? Ouais, les coûts de transaction entre utilisateurs. D'accord. Sur Base, où ça semble pas cher du tout, en vérité, ça l'est beaucoup plus que sur Starknet. Alors, Base, je connais pas, donc, enfin, je connais pas les tarifs, donc je pourrais pas dire. Ou Polygon, enfin, je parle vraiment des layers 2 qui sont vraiment en Mais oui, solidity. Stark a beaucoup d'avantages pour les transactions entre particuliers, quoi. Ok, Entre ok. blocs et particuliers. C'est vraiment le principal truc. Après, clairement, si tu veux faire un projet avec 1000 où tu as 1000 wallets, il y a plein d'autres blockchains qui peuvent le permettre pour moins cher et c'est tout à fait bien. Si tu veux faire un gros truc, et nous, c'est vraiment notre ambition, c'est de faire un gros truc. Tu peux pas partir sur. Enfin, tu peux pas. Tu peux, hein, mais ça va te coûter très très cher. Au bout d'un moment, de partir sur. Bah, on parlait justement avec Abdel qui vient d'intégrer comme client Focustree. Donc, c'est 500 000 utilisateurs qui désormais sont sur Starknet. En fait, ils ne le savent même pas. Et ça, c'était vraiment dans son discours quelque chose d'intéressant, c'est de se dire, nous, on ne veut pas se mettre en avant. En fait, on s'en fout. On veut juste être la blockchain qui va permettre à des boîtes Web 2, en fait, d'utiliser les avantages de la blockchain sans que les utilisateurs aient même conscience qu'ils sont effectivement sur la blockchain. Donc, ça renvoie aussi un petit peu à ce qu'on voit quand on s'inscrit sur Jokies. En fait, on ne voit pas la blockchain. C'est exactement ça. C'est vraiment. Il a 100% raison. Et là, j'aurais dû le dire en premier. C'est vraiment. L'objectif, c'est que les gens ne voient pas qu'ils sont sur la blockchain. Alors, ils sont informés, ils peuvent lire les CGU, ils peuvent lire le guidebook, on ne cache pas, mais on ne va pas mettre en avant. Quand Sorare a fait son ascension, a fait son énorme levée et tout, c'était la grande mode des NFT, du Web3, etc. Il y a eu une hype que tu as bien connue qui était vraiment incroyable. Et la pub, toutes les pubs, c'était c'est des NFT, c'est du Web3, c'est de la blockchain, il y a des smart contracts, et ça avait l'air super cool. Et en fait, aujourd'hui, c'est presque devenu des gros mots parce que les gens n'ont pas besoin de connaître la technologie. Moi, je prends toujours le même exemple. Les gens, ils utilisent Instagram ou je sais pas quoi, Snapchat tous les jours. Ils s'envoient des photos, des vidéos et compagnie. Ce qui les intéresse, c'est d'envoyer la photo et de la recevoir et de la liker. C'est ça qui les intéresse. Ils n'en ont absolument rien à faire que la photo, elle soit compressée, envoyée sur 3 serveurs, mis dans des batchs de compression, renvoyée. La techno, c'est un truc qui doit rester derrière. Et en fait, les précurseurs du Web3 se sont dit que, à mauvais titre, je pense, se sont dit que tout le monde allait comprendre cette techno-là. Et en fait, elle est quand même hyper compliquée pour quelqu'un qui n'est pas digitalisé ou qui s'y intéresse pas du tout. Et aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on voit tous les projets, Sorare le premier, hein, qui mettent plus du tout en avant le côté NFT Web3. Hein, c'est plus du tout. Maintenant, c'est le divertissement, le sport, le fantasy, tout ce que tu veux, mais c'est pas crypto. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un changement de méta par rapport à ça. Et ça, on l'a vu et on l'a suivi d'ailleurs dans l'émission ces 2-3 dernières années. Tu sais, c'est comme le mot métaverse. À l'époque, c'était un mot qui faisait vendre. Aujourd'hui, c'est devenu un red flag. Dès qu'on voit métaverse quelque part, on dit oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, effectivement, la donne, elle a changé. Et c'est vrai que, encore une fois, ça dépend qui tu veux aller voir. Pardon, je suis désolé. Si tu lances un protocole de finance décentralisé, tu ne peux pas omettre la partie blockchain, crypto, etc. Mais si tu lances un produit à destination de end-users qui sont dans le Web 2, tu as tout intérêt à masquer justement que ce soit la complexité, le jargon et tout ça. Et même peut-être ça peut faire fuir certains investisseurs, certains annonceurs, parce que qui dit crypto, blockchain, NFT dit spéculation. Et ça, c'est vrai que ça peut être assez mal vu. D'ailleurs, à ce titre-là, j'avais 2-3 petites questions. Non, première question, comme ça on finit sur le produit et après celles et ceux qui souhaitent aller jouer gratuitement sur Jokies, allez-y, allez tester et dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous appréciez le parcours parce que c'est important le parcours utilisateur. Mais d'abord,
rapidement, détenir une carte d'un jockey, ça nous permet de faire quoi? Est-ce qu'on gagne quelque chose? Est-ce que c'est du soutien pour le jockey en lui-même? Est-ce que lui va récupérer, comme on l'a vu chez MetaFight, des revenus liés aux transactions liées à l'actif le représentant? Enfin, quelle est l'utilité de ces NFT tant pour l'utilisateur que peut-être le jockey qui y figure? Alors, beaucoup de questions dans la question, mais je vais essayer de synthétiser la réponse. C'est, évidemment des assets numériques, qui sont jouables. Donc tu vas pouvoir créer des équipes tous les jours dans différentes compétitions. Il y a environ 20 compétitions par jour. Les compétitions, c'est très simple, il va falloir aligner 7 jockeys et les jockeys vont marquer des points en fonction des résultats réels. Jockeys est un jeu basé à 100 sur de la data réelle. Donc en fonction des vrais résultats des jockeys dans la vraie vie, vos cartes vont marquer des points. Votre équipe de 7 jockeys va donc avoir un total de points qui va vous classer dans un ranking, dans un classement avec les autres utilisateurs. Et évidemment, plus vous êtes en haut du classement, meilleur vous êtes classé chaque jour, plus vous allez recevoir des récompenses importantes. Donc, vous pouvez gagner plusieurs types de récompenses, d'autres cartes, évidemment, que vous allez pouvoir du coup soit garder pour améliorer vos équipes, faire toujours plus de compétitions, ou revendre sur le marché secondaire. Il y a aussi de l'USDC à gagner, et puis également des expériences pour lier le virtuel au réel à gagner, comme, je ne sais pas, des expériences un peu VIP à Vincennes ou à Longchamp pour découvrir les courses dans un cadre assez sympa. Donc voilà, 3 types de récompenses. Donc oui, tes cartes, tu t'en sers tous les jours. C'est pas du tout une collection de holders attentistes, hein. C'est vraiment tu t'achètes tes cartes, tu joues avec tout de suite et tu joues tous les jours. C'est ça qui est génial. Tu as pas besoin d'attendre 6 mois ou 3 mois que ton équipe joue. Le jockey, globalement, si tu as les bons jockeys, il court tous les jours ou quasi tous les jours. Voilà. Et puis, derrière, bah, tu peux évidemment trader tes cartes, les vendre, les revendre, en racheter, et cetera, via 2 moyens différents. Tu peux les acheter aux enchères. Donc c'est des enchères, dites à l'anglaise, c'est-à-dire que nous, on va émettre les cartes pour une durée donnée, et les gens vont faire des enchères, surenchérir, et cetera, jusqu'à la fin du chrono. Celui qui a la meilleure enchère remporte la carte. Ou acheter, là, on les a sortis, il y a quelques jours, il y a 3 jours, des packs de cartes avec un peu une expérience type Pokémon où tu vas avoir à l'intérieur différents taux de probabilité de tomber sur telle ou telle carte. Voilà, donc jouable, collectionnable, jouable et tradable. Et quid du rev share pour le jockey? C'est quoi? C'est un système de licence sportive plus générale ou est-ce que c'est chaque jockey que vous allez voir un par un pour lui proposer d'avoir son NFT? Ouais, et bah, c'est une très bonne question. On est sous licence officielle de France Gallo et du Trot. C'est les 2 sociétés organisatrices des courses en France. Donc France Gallo pour les courses de galop, donc tout ce qui est plat et obstacles, et puis le trot pour toutes les courses de trot. Hem Et après, on est aussi en partenariat exclusif avec des associations de jockeys, à qui on reverse aussi une part de notre chiffre d'affaires, qui sont des associations pour le soutien des jockeys, notamment quand les jockeys se blessent, voilà, qui soutiennent les assurances et compagnie. Et puis on reverse à chaque jockey, touche un pourcentage du montant, des cartes, à son effigie vendues. Donc en fait, c'est aussi un cercle vertueux. Plus le jockey est bon, plus il est régulier, plus ses cartes coûtent cher et plus lui aussi touche d'argent, derrière, et c'est des contrats, avec chaque jockey qu'on a. Absolument, ouais. C'est pas un truc global. On est allé voir les jockeys un par un. Non, mais ça, c'est bien ça. Et eux, parfois, il y en a certains qui parlent de vous ou qui ont une communauté. Ça existe, ça, des jockeys, j'allais pas dire influenceurs, mais qui ont une petite communauté qui les suivent et dont ils peuvent, eux, être prescripteurs de jockeys d'une manière ou d'une autre. Ça arrive ou pas Ouais, encore? ça arrive. Alors, c'est le tout début parce que justement, ils n'ont jamais été mis trop en avant et du coup, ils ont pas du tout, on n'est pas du tout sur le foot ou sur le tennis où tu vois, où tu as Lamine Yamal qui va faire un tweet et ça va être vu par 30 millions de personnes. On n'est pas du tout dans cette zone-là. Par contre, il y en a quelques-uns qui ont quelques milliers de followers, tu vois, sur les réseaux. Et donc,
évidemment, ils partagent, ils relaient les trucs de jockeys, mais ils ont un souci, c'est qu'ils sont, moi je leur dis tout le temps, vous êtes dans une routine extraordinaire parce qu'ils font un métier totalement extraordinaire. Ils sont très peu à faire ce métier. C'est un métier de barge parce qu'ils sont H24 sur des chevaux qui s'arrêtent jamais. Ils bossent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un métier vraiment très dur où il y a peu d'élus. Et en fait, ils n'ont pas de temps, quoi. Ils n'ont aucun temps. C'est des gros travailleurs, les jockeys. Je tiens à vraiment le souligner parce que j'ai rencontré des gens assez incroyables. C'est des gros bosseurs et ils ont très peu de temps, mais il faut qu'ils apprennent et on essaye de leur inculquer ça aussi. Il faut qu'ils apprennent que plus ils vont communiquer aussi, bah, plus leur image va grandir et plus le cercle vertueux autour d'eux et autour des courses va se créer. Et pour l'avenir des courses, c'est hyper important qu'ils se mettent en avant et que des projets comme le nôtre les mettent en avant. Mais après, c'est vrai que c'est aussi une question de temps et aussi d'organisation, voire d'automatisation, parce que finalement, tu te dis que tu pourrais, toi, lancer, je sais pas, une agence pour accompagner les jockeys, par exemple. Et puis au final, il y aurait juste besoin de fournir des photos, quelques idées, et puis vous feriez leur contenu sur les réseaux pour petit à petit commencer ça. Mais c'est vrai que si eux, ils n'ont pas ni les compétences ni le temps pour le faire, peut-être effectivement que quelqu'un doit le faire. Et ça, c'est par contre, quand j'aime bien l'idée du cercle vertueux, eux, ça leur fait gagner en notoriété. Ça fait forcément de la publicité pour Jockeys parce que c'est une façon, d'une certaine manière, de toucher son jockey favori en le soutenant, etc. Donc, il y a peut-être un business là-dessus auquel vous pensez, vous, ou vous êtes déjà trop focus On a déjà pas mal de boulot, mais effectivement, l'idée m'a effleuré l'esprit plusieurs fois. Tu t'en doutes, hein, c'est assez logique. Après, il faut une adoption de masse, c'est-à-dire il faut vraiment que tous les acteurs des courses jouent le jeu. Il faudrait que les grands acteurs des courses, parce que nous, on est un tout petit acteur des courses encore, c'est quand même un marché qui fait juste en France plus de 10 milliards par an, hein, les courses hippiques. Hein. On est quand même sur un truc important. Donc nous, on est un grain de sable pour l'instant. Mais il faudrait que tout le monde mette en avant les jockeys et peut-être que là, ils joueraient le jeu. Mais comme globalement, on est les seuls à les mettre en avant, ils vont peut-être pas, tu vois, prendre de leur très peu de temps qu'il leur reste pour se mettre en avant, pour pourquoi pas prendre des community managers, etc. Et surtout, s'ils ne sont pas mis en avance par les instances, les gens ne vont pas s'y intéresser, donc ils ne vont pas avoir beaucoup de followers, alors qu'ils pourraient en avoir des centaines de milliers hein, pour Ouais. certains. Non, mais il y a une vraie économie, un vrai marché. Après, bon, c'est toujours pareil. Hein, si on attend que tout le monde s'y mette, en général, ça n'arrivera jamais. Donc, Politique. C'est très voilà. politique. Là, je t'en parle simplement, mais c'est assez complexe hein, en vérité. Il y a beaucoup, beaucoup de parties prenantes. Donc, c'est pas si facile, mais je pense que si on a réussi un truc avec Jockeys, c'est de faire comprendre au milieu des courses que glorifier ou mettre en avant les jockeys, c'était peut-être une partie de l'avenir des courses hippiques. Ouais. Ok, c'est intéressant. On va suivre ça évidemment. Dernière question, Julien, au niveau réglementaire. Est-ce que vous, c'est quoi vos enjeux réglementaires, que ce soit au niveau de l'ANJ, donc l'Autorité nationale des jeux? Est-ce que vous en dépendez? Et si oui, c'est quoi? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est un véritable challenge? Est-ce que c'est un coût? Et puis, même question pour Mika. Donc là, par contre, c'est la réglementation autour des cryptoactifs au niveau européen. Est-ce que ça vous concerne, vous, puisque vous émettez des NFT et vous permettez le trading? Alors, je vais te répondre pour l'ANJ parce que je connais bien la question. Pour Mika, je resterai vague parce que je n'ai pas toutes les compétences pour répondre sur ce sujet ou toutes les connaissances. En tout cas, pour ce qui est de la réglementation, nous, on a des actionnaires importants. Donc, on essaye de tout faire dans la légalité absolue, alors que beaucoup, beaucoup de projets font absolument tout et n'importe quoi. Donc, nous, on est très cadré à ce niveau-là. On attend avec impatience les décrets d'application de la loi Jonum, donc les jeux à objets numériques monétisables, parce qu'on n'est clairement pas un jeu d'argent. Chez nous, on ne mise pas, on ne peut pas perdre 100 euros en une minute comme sur des sites de paris. Au final, on vend uniquement des objets numériques et on propose un jeu qui, lui, est gratuit. C'est les objets Juste numériques. pour expliquer pour tout le monde, un Jonum, en fait, c'est une sous-réglementation des jeux d'argent et de hasard, un peu plus souple, mais pour rentrer dans le cadre de cette loi Jonum, il y a des conditions à respecter, et notamment le fait qu'il ne faut pas qu'on puisse gagner de l'argent réel. Donc, il faut être capable
de faire comprendre que vous gagnez un NFT, donc ce n'est pas de l'argent réel, ou est-ce qu'un stablecoin, ça peut pas être considéré comme de l'argent réel? Je pense que c'est là où la Ouais. discussion. Il y a beaucoup en fait de débats. On attend les décrets d'application. On a été consulté par le gouvernement, donc on a répondu à cette consultation. On a également discuté avec plein d'acteurs comme Sorar, comme Ovali, comme Fungible, qui ont fait tous les mêmes problématiques. Bien sûr, absolument. Pour l'instant, il y a encore une part de flou. Donc nous, on essaye de faire un truc vraiment le plus legit possible, le plus protecteur des consommateurs possible. Moi, à titre perso, je pense que le stablecoin, ça serait la solution au Junum parce que justement, bah, il est stable et que le danger dans les cryptos, c'est que si tu fais gagner, je sais pas, je dis n'importe quoi, Ethereum, Polygon ou n'importe quoi sur ta plateforme, bah, ça peut faire plus 20, moins 20% en un jour, ce qui sera jamais le cas dans Si c'est un stable. je ne sais pas si c'est le sujet, parce que pour le coup, faire gagner du Bitcoin, de l'Ethereum ou un NFT, bah, ce n'est pas de l'argent réel, par définition. C'est un actif numérique qui a une valeur qui est fluctuante. Donc, tu fais gagner un objet numérique. Alors que le stablecoin, c'est ce qui se rapproche le plus du véritable argent, et notamment en Europe, avec la réglementation sur les stablecoins, où on n'est pas loin de la réglementation sur la monnaie électronique, qui aussi est pas loin de l'argent réel. Je pense que c'est ça le sujet. Mais effectivement, il y a un débat de C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Et nous, on a essayé de faire les choses pour la protection du consommateur. Donc, de pas que le consommateur n'ait pas des variations de sa balance, de son solde, de plus 20, moins 20% par jour. Parce que ça crée des comportements qui peuvent être un peu fous, tu vois. Et aujourd'hui, l'USDC n'est pas une monnaie ayant cours légal. Oui, oui. Voilà. Donc, les monnaies ayant cours légal, c'est le dollar, le vrai dollar, papier, quoi. Et puis l'euro, et puis toutes les monnaies classiques. Mais l'USDC ou d'autres stables sont quand même des coins crypto. Donc, nous, on attend de voir les décrets d'application. En tout cas, nous, on avait fait ce choix vraiment parce qu'on pensait que la législation irait dans ce sens de Ouais, protéger au maximum les consommateurs. Ce qui me pareil, vous êtes obligé de le prendre. Tant que le cadre n'est pas clair, vous êtes obligé de prendre des risques ou faire des choix. Et après, bah, quand la réglementation elle sera votée, bah, espérons que vous soyez dans le bon. Sinon, il faudra s'adapter. Hein, il y aura Ouais, pas ça va s'adapter. Après, je pense qu'il y aura des délais aussi de mise en conformité Oui, importants parce que c'est quand même des devs qui coûtent très très cher et qui prennent du temps. Donc, on ne peut pas, nous, appuyer sur un bouton et passer d'une crypto à l'autre. Hein. Tu connais bien le sujet. ouais. Donc voilà, mais en tout cas, on reste très, très à l'écoute. Concernant Mika, alors, alors peut-être une seule question, même si tu n'es Ouais. pas forcément au fait de tout ça, mais c'est important en tant que fondateur d'un projet Web3, crypto, tout ça, tout ça. Tiens, on a Jean-Mathias de Fungible qui vient de nous rejoindre. Je le connais bien. Une petite question, après je vais relayer son commentaire et on finira là-dessus. Est-ce que vous êtes soumis à être agréé Mika? Est-ce que vous êtes en process pour obtenir cet agrément ou pas? Bon, c'est peut-être la seule question à se poser à ce moment-là, quoi. Je vais te répondre parce qu'il y a d'autres personnes dans la boîte mieux placées que moi pour te répondre, mais je vais juste te répondre que, à ma connaissance, on n'est pas du tout dans un process de MiCA. Pour nous, pour l'instant, on est dans un process jeu objet numérique monétisable avec une réglementation qui est lente à se mettre en place, due à plein d'événements politiques, etc. Hein. Donc, il y a eu quand même pas mal de mouvements, donc ça a pris du retard. Et on est dans la réponse à la consultation auquel on a répondu pour savoir dans quelle direction on allait aller. Et donc, pour l'instant, on n'a pas, enfin, à ma connaissance, on n'a pas entrepris beaucoup de choses pour Mika. Ok, très clair. Alors, dernier, tiens, un petit commentaire de Jean, un peu ton collègue dans le Web3 Sport. Alors, Jean, on rappelle, hein, lui, il est fondateur d'un autre projet, mais lui, c'est le Sorare du tennis. Hein, voilà, comme ça, chacun a son sport. Et donc, il pose la question, est-ce que Sorare aurait fonctionné de la même façon avec des stablecoins ou justement, les users play to earn ne viennent pas juste pour gagner des rewards qui, justement, ont un potentiel de x20. C'est une question intéressante, effectivement. Là, on parle des joueurs gratuits qui peuvent gagner des cartes, qui peuvent potentiellement
prendre de la valeur. Maintenant, sauf erreur de ma part, celles qui prennent de la valeur, c'est pas celles qu'on gagne en tant que joueur gratuit. En général, celles qui prennent de la valeur, c'est celles qu'on achète ou qu'on arrive à avoir pas cher avant la hype et puis ensuite qui explosent parce qu'elles sont en quantité très limitée. Mais je suis loin d'être un expert en SORAR. Je sais que Jean ou toi, Julien, vous connaissez bien mieux puisque forcément, c'est un peu votre grand frère à tous les deux, entre guillemets. Ouais, clairement. Et je connais bien Jean aussi. On se parle entre fondateurs de toutes les boîtes de sport fantasy Web3. C'est toujours très intéressant d'échanger avec eux. Mais globalement, sur sa question, elle est hyper intéressante. Effectivement, à l'époque où Sora a explosé, a fait la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French Tech, clairement, il y avait aussi beaucoup de baleines Ethereum qui étaient là pour acheter des cartes et pour encaisser aussi de l'Ether dans un but spéculatif parce qu'ils étaient sûrs que l'Ether allait faire fois X dans les X années à venir. Donc, clairement, je pense que la réponse à sa question, c'est je pense que ça n'aurait pas aussi bien marché Bien sûr. si c'était de l'USDC. Mais en termes de protection du consommateur, c'est aussi beaucoup, pour moi, beaucoup de les baleines Ethereum, c'est j'en connais pas, mais a priori, c'est pas forcément, que du très propre, de l'argent nickel, des gens, hyper bien intentionnés. Là-dedans, il y a beaucoup de fonds, avec des provenances Oui. un peu Et vous, bizarres. vous êtes obligé, quand quelqu'un vient sur la plateforme, il y a un KYC, j'imagine, ou Ouais, pas? alors pareil, le KYC, sa forme, il y a plein de questions sur le KYC, hein. Sa forme, son contenu, quand est-ce qu'on te le demande, et cetera, va être précisé, dans les, décrets d'application qui vont être mis en place. Donc nous, on s'est préparé à pouvoir, faire face à peu près toutes les éventualités de KYC. Il faut juste pas oublier que, c'est un marché, qui démarre. Aujourd'hui, il y a 0 boîte comptable, dans ce marché, hein, faut pas l'oublier. Parfois, les gens ont l'impression que les projets gagnent plein d'argent, Sora ne gagne pas d'argent, Jean ne gagne pas d'argent, nous non plus. Donc, pour l'instant, c'est de la construction d'écosystèmes avec un lead français pour une fois, donc il faut le soutenir. Et si évidemment on nous impose des restrictions qui sont aussi fortes que pour les jeux d'argent et de hasard ou encore plus fortes sur certains points, bon, le marché, il survivra pas et ça sera un autre pays qui leadera ce genre de projet, cette part de l'économie, hein. Mais voilà, on a bien conscience et on espère que tout le monde a bien conscience qu'il faut, du temps et deux, de la cohérence par rapport aux autres réglementations qui existent sur d'autres types de jeux. OK, très clair. Merci, beaucoup, Julien. Beh, merci en tout cas d'être venu, ce matin dans l'émission. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, en Ouais, tout cas, ça super. m'a fait, très plaisir d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton expérience et puis sur ta vision un petit peu de l'écosystème. Je vais te souhaiter, plein de belles choses pour la suite avec, Jokies, bien sûr, et puis, voilà, passe, une excellente journée. Merci beaucoup à toi, à très vite et puis, bravo pour, toute ta création de contenu que je continuerai à suivre avec intérêt. Merci encore. Merci beaucoup, Julien. À très bientôt. Salut. Ciao, bye. Ciao. Bien, cette émission est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de choses. En tout cas, moi, c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi bien d'activer la cloche sur YouTube, de mettre évidemment un commentaire si vous avez apprécié. Je vous rappelle également que nous avons lancé un Tipeee qui vous permet de pouvoir contribuer à GM Web3 à partir de 1 euro. Vous trouvez le lien évidemment en description des différents supports sur les podcasts, sur YouTube évidemment. Ça nous aide beaucoup et ça nous encourage à continuer de produire ces émissions. J'ajoute également que nous serons live
tout l'été. Pas de vacances pour nous, donc il y aura des émissions tous les mardis, tous les vendredis, tous les mercredis matins, jusqu'à, voilà, pour l'instant, j'ai pas prévu de prendre des vacances. Donc voilà, d'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain matin pour un numéro en anglais dédié à l'écosystème Multiversix. Et vendredi matin, j'aurai le plaisir, comme je vous le disais en début d'émission, de recevoir Louis-Alexandre de Froissart, qui est disons, la référence de la gestion de patrimoine liée notamment aux actifs numériques, avec lesquels on parlera crédit lombard, fiscalité, optimisation fiscale, financière, autour des cryptos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut à tous!